Et ça va conduire, et là ça devient très drôle, je pense qu'on va encore faire 4 heures aujourd'hui, mais tant pis. Euh, Qu'il fait, du coup, c'est plus il est plus du tout là, il peut plus être dans le peuple des poètes et des penseurs. Alors il divise les choses autrement, et il va faire une division entre la Souabe qui est son pays natal à lui, sud de l'Allemagne, et tout le reste de l'Allemagne, qui lui devient un peu du coup comme la Belgique pour Baudelaire, si vous voulez. C'est très drôle. Et voilà ce qu'il écrit à un moment. On est après le rectorat, ça y est, il est dégrisé, la colère est passée, elle est encore un peu là, mais elle est passée, et il est en train de repenser tout cela. Plus je m'acquitte tant bien que mal de mon travail dans ma patrie d'adoption, c'est-à-dire Fribourg, hein, c'est-à-dire l'Allemagne du Nord, plus me devient clair que je ne fais pas et ne pourrai jamais faire partie de cette souche alémanique, cramponnée au cours supérieur du Rhin, qui n'arrive pas à se montrer véritablement créatrice. C'est prodigieux, là c'est du Nietzsche. C'est à mourir de rire. Tout à coup, ils ne valent plus rien. Ceux qui sont au nord du Rhin, c'est pas les créateurs. Là où je suis chez moi, dit Heidegger, le village et la ferme de ma mère. Souffle partout le vent et coulent les sources de Hölderlin. Se perçoit, un autre Swab évidemment, c'était les trois Swabs, les trois grands Swabs, c'est Hölderlin, Hegel et Schelling. Il le dit donc là. Se perçoivent le tranchant et l'empreinte et l'abyssalité du concept de Hegel. Règne audacieusement lancé loin vers l'avant l'élan spéculatif de Schelling. Rien de la posture que sont les fanfaronnades ayant cours bruyamment de par ce pays ici. Les Alamans, il dit pas mais Guten Germanen comme Nietzsche, il dit les Alamans d'ici. Il leur sied bien de se croire les meilleurs et de se vouloir séparer des Swabes. C'est prodigieux, comme quand on connaît Heidegger, c'est à hurler de rire, c'est tellement beau, quoi. Il s'énerve, et du coup, il s'énerve contre les Alamans. Il s'énerve pas, en réalité, il dit les choses. Et à la même époque, arrivent dans les cahiers noirs, à profusion, des notations sur son pays natal, sur la foi de sa mère, donc sur la Souabe. Tout à coup, il comprend qu'il se passe quelque chose entre la Souabe et lui, et c'est pas l'Allemagne. Il compose des tableaux en mots de paysage, très beaux. Voilà, tout à coup, une description de paysage, et il fait juste ça, et c'est très beau. Il rédige même une notation sur le sol et le sang, qui pourrait sonner nazi, entre guillemets, prise en dehors de son contexte. Mais son contexte, c'est ce que je suis en train de déployer depuis 3 heures maintenant. Donc il faut l'avoir, ce contexte à l'esprit. Mais il faut avouer que c'est un peu surprenant, parce qu'on a l'impression que c'est un nazi qui parle. Mais non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Donc il faut être prudent. Peut-être autochtone, dit-il, tenant debout sur son propre sol. L'autochtone, c'est celui qui tient debout sur son propre sol. Celui qui, provenant de ce sol, nourri en lui, donc été nourri dans ce sol, se tient sur lui. Ceci, c'est ce qui est original. Et cela, c'est ce qui souvent bat en moi à travers le corps et l'humeur, comme si je marchais par les champs, collé à la charrue, par les sentiers de campagne solitaires entre les épis mûrs, parmi les vents et le brouillard, soleil et neige, tout ce qui tenait le sang de ma mère et celui de ses ancêtres dans le cycle de ses pulsations. Et pourquoi ça diffère d'une conception nazie, du sang et du sol, tel que par exemple affirmait à propos de Heidegger George Steiner, même pas un anti-heideggerien, grand admirateur d'Heidegger, mais là il dit, et il se trompe, Steiner disait la rhétorique heideggerienne du foyer, entre guillemets, de la continuité organique qui unit les vivants aux morts ancestraux enterrés auprès d'eux, convient parfaitement au culte nazi du sang et de la terre. Pas du tout. C'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que le génie, et Heidegger le comprend, il le comprend à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il revient sur la Souabe, il est le dégénéré. Un génie, ça ne peut être qu'un dégénéré. C'est-à-dire que c'est celui qui n'est pas dans le genre, il n'appartient pas au genre, à la gens, à la tribu. Il n'est pas, là je vous parle d'un génie tel qu'on peut concevoir à partir de la génialité française, évidemment, ou juive d'ailleurs, d'une certaine manière. Il n'est pas tributaire d'une ethnie. Il se reconnaît dans l'incommunautarisme de tout vrai créateur, et il transfigure dans la solitude et le retrait ce qui swing en lui de ses ancêtres. Les juifs ils appellent ça le chidouche. Le chidouche, la nouveauté d'une interprétation géniale, c'est une nouveauté. Elle crée un événement dans l'être. C'est exactement ce que Heidegger dit noir sur blanc dans la suite de cette note comique, je ne peux pas l'appeler autrement, très belle, très touchante et prodigieuse, sur les Souabes et les Allemands, et les Alamans, les Souabes et les Alamans. Maintenant, c'est plus le peuple des poètes et
et des penseurs, c'est plus les Allemands, il y a les Souabes et il y a les Allemands. Les Alamans, pardon. Mais c'est là qu'on voit que c'est un génie. C'est pour ça que je vous dis, j'ai laissé le suspense, évidemment, qu'on voit que c'est pas un nazi. Parce que tout de suite après, il précise. C'est ça qui est très passionnant dans ces cahiers noirs, c'est pour ça que je les utilise autant en ce moment, pour s'interroger sur ce qui se passe dans la tête de Hitler, c'est qu'on le voit avancer en direct quasiment. Mot à mot, l'Italie, on voit comment sa pensée progresse et avance. On voit quand il revient en arrière, il va en avant. On le voit quand il se trompe, il va se tromper sur les Juifs. Et on le voit avancer avec une grande probité d'une certaine manière. Parce qu'il faut être capable d'écrire, il faut être capable d'être Heidegger évidemment, il faut être un génie, mais il faut être capable d'écrire tout ça et de se l'écrire à soi-même. Et d'écrire avec sans aucune posture. Il n'y a aucune posture, jamais chez Heidegger. C'est prodigieux. C'est très beau. Voilà ce qu'il écrit à la suite. Donc, je vous ai lu que la première moitié du passage sur les Souabes et les Alamans. Mais, continue Heidegger, au-delà de toute répartition d'appartenance à telle ou telle souche, la seule chose décisive qui reste, c'est de savoir si vous êtes bien quelqu'un qui dépend de son appartenance, c'est-à-dire si vous n'êtes pas uniquement capable d'exprimer les qualités communément reconnues d'une lignée, mais si, au contraire, par votre démarche et votre travail, vous vous proposez des tâches encore indéployées et des possibilités nouvelles, ce qui rend superflu tous les discours sur ce type d'appartenance. Tous les discours sur ce type d'appartenance, même les discours sensés, dit-il. Vous voyez, donc il repense tout, il renverse tout et il explique que le génie, il n'est pas celui qui appartient à une lignée. C'est celui qui repense les choses en déployant des possibilités nouvelles, en faisant autre chose que simplement exprimer des choses qui coulent en lui, qui lui viennent du sol et qui lui viennent du sang. Les qualités communément reconnues d'une lignée. Vous voyez, c'est pour ça que la phrase de Heidegger sur les réponses qu'on plaque d'avance sur tout questionnement, elle est édifiante. Je l'avais citée la dernière fois, je la recite. Il pourrait être profitable de nous désaccoutumer de ne toujours entendre que ce que nous avons d'avance compris. Il pourrait être profitable de nous désaccoutumer de ne toujours entendre que ce que nous avons d'avance compris. Voilà. C'est-à-dire qu'il est en train de faire l'éloge du chidouche, de ce que nous les juifs on appelle le chidouche. Et lorsqu'il évoque la patrie ou la terre natale, pourquoi ce n'est pas un thème nazi chez Heidegger? C'est d'abord parce qu'il pense, de manière évidente, disons, ce que recouvre ce thème chez Hölderlin, dont il écrira à propos de Hölderlin, Heidegger, toujours sur le thème de la patrie, si vous voulez, du génie et de la patrie, le penseur consent au dépaysement de sa pensée. Et ce n'est pas qu'il veuille ainsi seulement traverser ce qui n'est pas le pays. Être hors du pays, c'est Heidegger qui parle de Hölderlin. Hölderlin, vous savez, a fait une longue pérégrination jusqu'à Bordeaux, etc., et qui a pensé cette pérégrination, qui a pensé être en dehors de sa patrie, et le retour à la patrie. Et Heidegger explique que pour Hölderlin, être hors du pays, c'est pour lui être chez lui. Oui, c'est un nazi, il ne peut pas l'écrire, il ne peut pas le penser, il ne peut pas l'envisager. Il parle de Hölderlin, mais évidemment, il parle aussi de lui. Ou par exemple, autre exemple de la manière dont ça fonctionne dans la pensée de Heidegger, dans un texte de 1953, Science et méditation, ce qui mérite qu'on interroge, dit-il, c'est-à-dire ce qui est digne de question, das Fragwürdig, n'est pas une aventure, mais un retour au pays natal. Autrement dit, le pays natal, c'est le questionnement. Ce n'est pas une patrie, ce n'est pas un sol, ce n'est pas un sang, et ce n'est pas une langue. Et en 1960, dans un texte intitulé justement « Parole et terre natale », 1960, donc là on est très, très, très tardif dans la pensée de Heidegger, à propos du titre que lui-même a conçu, « Parole et terre natale », il dit « Ce titre, il doit s'énoncer non pas de manière superficielle « Parole et terre natale », mais bien plutôt « Parole en tant que terre natale ». Là, on est de nouveau dans des choses importantes. La pensée chez Heidegger de la patrie comme rapatriement. Qu'il va développer, qu'il va déployer à partir de Hölderlin. La question du rapatriement, du retour à la patrie, du retour au foyer. Je vous le cite ce qu'il écrit. La loi fondamentale qui gouverne l'être de l'histoire
selon laquelle la patrie ne s'obtient qu'au terme d'un long rapatriement. Or, celui-ci consiste à traverser d'abord ce qui n'est pas le pays, et ce n'est qu'au prix de cette marche que le propre enfin peut devenir propriété. Pour s'approprier ce qui est son propre à soi, il faut en passer par le dépaysement. Là, un nazi ne peut pas envisager des choses comme ça. Un juif, oui. Le rapport entre l'exil et la terre d'Israël, oui. On pourrait faire des parallèles très proches. Car la source est l'origine du fleuve qui fertilise le pays et permet que les fils de la terre y fassent leur demeure. La source est l'origine de l'esprit du fleuve. Vous voyez comme c'est lié à tout ce qu'on est en train de dire sur l'esprit de la langue et le génie de la langue. Qui abrite en lui la profusion poétique de ce qui fait le propre du pays natal. Mais la source ne se révèle comme la source qu'après que le cours du fleuve a été reconnu jusqu'à la mer. Vous voyez comme c'est, j'espère que vous voyez, vous entendez, je le suppose. Comme c'est chez Heidegger, ce sont des choses qui sont tellement plus subtiles et tellement plus puissantes que toutes les crétineries de ses contemporains, nazis ou pas. Là, on est à un autre niveau de pensée du rapport entre le propre, la langue, la patrie, le natal, la source, l'origine, que chez Barrès et à la même époque, ou chez Claudel même, ou chez Claudel d'avant, faisant une ode au maréchal Pétain, ou chez Bernanos. Vous voyez, pas chez Céline, pas chez Proust. Voilà, c'est comme ça. Pas chez Artaud. Voilà. Mais Heidegger, il fait partie de cela.